Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Interview. Aujourd'hui, je reçois Lionel Zinsou, fondateur et managing partner de Southbridge. Avec lui, nous allons parler financement à impact positif, financement du développement en Afrique. Et puis, nous lui demanderons s'il reste résolument un afro-optimiste. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci de m'accueillir. Lionel Zinsou, vous avez participé au 6e Forum Afrique Développement, c'est 14 et 15 mars à Casablanca au Maroc. Vous êtes notamment intervenu lors d'une plénière consacrée au Positive Impact. La croissance solidaire et responsable, c'est un concept qui vous parle? C'est un concept qui me paraît urgent. C'est-à-dire que nous avons franchement la recette de la croissance en Afrique. Ça, beaucoup de gens en ont douté. Beaucoup nous ont nié en fait notre croissance des 20 dernières années. Mais depuis une vingtaine d'années, en moyenne, la croissance des richesses produites chaque année en Afrique est supérieure à la croissance démographique, significativement. Et on est plutôt à 5% de croissance. Dans mon pays, on est à 6. En Éthiopie, on est à 10. Au Ghana, on est à 8 et 9. Il y a encore quelques pays qui sont un petit peu en arrière de ça. Mais enfin, grosso modo, nous avons la recette de la croissance. En revanche, il n'est pas sûr du tout que nous sachions, avec toute cette croissance, installer au travail toute une génération, parce que nous avons une croissance démographique forte, et il n'est pas certain que nous sachions réduire assez vite la pauvreté. Ou plus exactement, la pauvreté baisse. Ça, c'est une anomalie statistique. La pauvreté baisse. Les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans notre continent baissent tous les ans. Et vous avez aussi des signes très positifs comme l'allongement de l'espérance de vie, qui veut dire plus de santé, plus d'éducation, plus d'hygiène, plus de capacité nutritionnelle. Donc tout ça est vrai, mais à cause de notre croissance démographique également, nous avons quand même un nombre de pauvres qui ne diminue pas. Vous voyez, la statistique peut montrer une pauvreté qui diminue, mais en pratique, vous avez toujours autant d'exclus. C'est un paradoxe, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. C'est quand vous avez 3% de croissance démographique, en fait, ça alimente à la fois les classes moyennes, celles qui vivent mieux, celles qui s'éduquent mieux, qui satisfont leurs besoins de base, qui consomment, qui construisent. Et puis, ça alimente aussi, malheureusement, des réservoirs, les trappes à pauvreté. Il y a des pièges à pauvreté, notamment dans nos campagnes ou dans nos quartiers périurbains, et cela dans toute l'Afrique subsaharienne. Quels sont ces pièges à pauvreté? Quand vous dites pièges, si vous voulez, vous avez des populations exclues, qui sont exclues des soins, exclues de la nutrition, de la bonne nutrition, notamment au moment de la toute petite enfance ou même dans les dernières semaines de la grossesse. Il y a là 1000 jours absolument décisifs entre la moitié de la grossesse de la maman et la 3e année de l'enfant, et où, à la limite, des carences biologiques font que ce n'est pas dans cette génération-là qu'on pourra dominer les problèmes de la pauvreté, parce que ce sera plus difficile d'être en bonne santé, plus difficile d'accéder à une éducation, un niveau de qualification. Et donc, nos compatriotes qui sont des exclus des progrès, ils sont toujours aussi nombreux, même si c'est vrai, des classes moyennes qui commencent à dominer ces problèmes dans tous nos pays sont au fond en évolution plus rapide. Mais la question, c'est comment on réduit la pauvreté. La Chine est désormais, depuis une vingtaine d'années, dans la situation où c'est pas seulement le taux de pauvreté qui baisse, c'est le nombre absolu des pauvres. Alors, la Chine a une solution selon vous? C'est-à-dire qu'il y a un degré de croissance, un niveau de croissance maintenu dans le temps, avec des efforts d'éducation, des efforts d'épargne, des efforts d'investissement considérables. Ça, c'est une des leçons qu'il faut retenir de la Chine. L'éducation absolument fondamentale et un équilibre entre épargne et investissement où on fait un vrai effort d'investissement. Alors vous qui n'êtes pas pour les modèles importés, hein, vous le dites, par contre vous pensez qu'on peut s'inspirer d'un modèle comme la Chine par exemple? Non, je pense qu'il faut s'inspirer des aspects les plus positifs d'un modèle comme la Chine. Si, en revanche, si on avait le même modèle énergétique que la Chine a eu besoin de beaucoup d'énergie, qu'elle a beaucoup demandé aux énergies fossiles et notamment au charbon. Si nous avions un modèle de développement comparable, la planète n'y survivrait pas. Parce que si 2 milliards d'Africains dans 20 ans ont le même pouvoir de pollution que ce qu'on a observé en Chine dans les
les 10 dernières années, ce serait terrible, ce serait invivable. Déjà, c'est difficile dans certaines parties de la Chine, et la Chine fait de grands efforts maintenant pour revenir à un modèle beaucoup plus vert et beaucoup moins polluant. Mais si on suivait exactement les mêmes modèles, on n'a pas ce luxe en fait. Ça donnerait des choses catastrophiques. Et puis nous, on a un génie propre, on a une façon différente de vivre la solidarité par exemple, et on a un génie propre, et donc notre modèle sera forcément différent, d'autant que nous arrivons dans les années 2020 et suivantes à des modèles technologiques complètement différents, et nous avons la chance d'arriver à un moment où la technologie va vraiment nous aider à développer un modèle assez différent. Alors, pour se développer, l'Afrique a bien sûr besoin de financement. En 2016, vous aviez déclaré être banquier d'affaires en Afrique, c'est une mission de service public. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que nous sommes le continent le plus sous-financé de tous les continents. Je pense qu'on a besoin de capitaux et je pense qu'on a besoin de crédit. Et nous n'avons pas de capitaux et de crédits. Nous avons sans arrêt de bonnes âmes pour nous dire que vous vous surendettez, mais regardez les chiffres. Oui, les États s'endettent, mais pourquoi les États s'endettent? Parce que les agents privés, les entreprises et même les familles ont très peu accès au crédit. Très peu, ça veut dire 5 fois moins que dans les pays développés. Donc nous sommes très sous-financés, donc toutes les professions financières qui permettraient de se financer mieux, qui permettraient à des PME, qui permettraient à des paysans, à des fermiers avec 2 hectares de commencer à jouir d'un petit peu de crédit agricole, de la possibilité de s'équiper, de la possibilité d'avoir une avance sur récolte plutôt que de recourir à des usuriers. Donc vous voyez, le crédit, ça commence vraiment à la base. Eh bien, nous n'en avons pas en fait, grosso modo, à l'exception de quelques pays tout à fait au nord et tout à fait au sud. Et donc il faut absolument qu'on traite cette question. Les banquiers qui sont prêts à faire tout ce qui est possible pour l'impact social du financement, et on commence d'avoir des instruments pour faire ça, ils remplissent un peu une mission de service public. Oui. Alors justement, vous avez fondé une banque d'affaires, Southbridge, dont la vision se veut panafricaine. Alors qu'est-ce qu'on entend par là, par une banque à vision panafricaine? On entend d'être présent avec des équipes panafricaines, et aussi bien à l'est qu'à l'ouest, au nord et au sud de l'Afrique. Donc c'est un effort important parce que c'est un grand continent, que le continent africain, et on veut être placé près des clients, que ce soit des clients souverains, que ce soit des entreprises qui sont en train de se développer, et dédiés entièrement à eux. C'est-à-dire que nous pensons que les entreprises ont vraiment besoin qu'on les aide en gouvernance, ou qu'on les accompagne et qu'on les conseille en levée de fonds, parce que nous sommes un continent de rareté du crédit, comme je vous le disais, et de rareté du capital, encore plus, des fonds propres. Et c'est normal. Nous en sommes qu'à la première ou deuxième génération des capitalistes en Afrique. Donc il faut inventer un afro-capitalisme, il faut faire quelque chose qui rassemble des épargnants pour croire dans l'Afrique et y investir. Et heureusement, aujourd'hui, ce sont les Africains qui financent très largement, c'est au 4/5e les Africains qui financent l'Afrique. Simplement, il faut qu'on lève beaucoup plus de fonds, qu'on active beaucoup plus de choses. Et ça, c'est vrai d'un bout à l'autre de l'Afrique. Nous avons les mêmes problèmes. Nous avons le même problème d'emploi des jeunes, nous avons le même problème de réduction de la pauvreté, quels que soient nos pays. C'est pas l'échec d'un gouvernement isolé de ne pas arriver à mettre les jeunes au travail à hauteur de leurs qualifications et de leurs espoirs. C'est vraiment un problème générique de nos économies. Si on n'a pas des entreprises financées pour créer les emplois pour ces jeunes, on ne va pas y arriver. C'est-à-dire qu'on va être dans une situation où on aura de la croissance, mais tellement de problèmes sociaux que ce seront des problèmes politiques sérieux. Ça veut dire que les banques aujourd'hui, leur implication et leur leadership pour les banques basées en Afrique est devenu primordial? Il est primordial, mais les banques commerciales ne peuvent pas prendre des risques tels qu'elles disparaissent tellement elles ont pris de risques. Et donc, c'est bien une question de capital, c'est bien une question de fonds propres, c'est bien une question que des gens prennent des risques d'entreprise. Il y en a de plus en plus, mais je pense que c'est une profession d'avenir que d'être ou un investisseur ou un banquier dans l'Afrique d'aujourd'hui, parce qu'il va falloir mobiliser des capitaux et les employer efficacement. Alors, on a souvent dit que vous étiez un afro-optimiste.
Il semble désormais que de plus en plus de personnes vous rejoignent sur cette question, cette vision du développement en Afrique. Pourtant, la croissance que connaît le continent ne semble pas bénéficier à toutes les strates de la population. Donc, croissance, oui, inclusive, moins. Ah oui, clairement, la croissance n'est pas assez inclusive et il faut développer tout ce qui permet d'avoir un fort contenu en travail. Donc ça veut dire les petites entreprises et les moyennes parce qu'elles créent beaucoup plus d'emplois que les grandes. Ça veut dire des secteurs de transformation industrielle parce que ce sont les secteurs qui ont le plus de contenu en emploi ou les services modernes, la logistique, le tourisme, les services financiers, où vous avez tout ce qui est lié à la numérisation, tout ce qui est lié aux télécoms, qui sont des secteurs pour lesquels il y a un niveau d'emploi pour chaque dollar ou franc CFA ou CEDI investi, qui ont un contenu en emploi plus important que ce qu'aujourd'hui on arrive à dégager en investissant dans l'énergie. Et pourtant, il faut bien investir dans l'énergie ou dans les infrastructures qui demandent vraiment beaucoup de capitaux et qui ne produisent pas directement de l'emploi. Donc c'est toute une série de choix et de politiques pour soutenir certains secteurs et les entreprises moyennes vraiment créatrices d'emplois. Ça, c'est essentiel. Mais il existe de nouveaux instruments, notamment ce qu'on appelle au fond, vous avez parlé de capital solidaire, de financement responsable, de finances responsables, ou de financements qui ont des impacts sociaux. Et il existe des instruments, il existe des investisseurs prêts à, au fond, se contenter d'un niveau de rendement faible, à condition qu'on atteigne un certain nombre d'objectifs de création d'emplois ou d'objectifs environnementaux. Il faut populariser ces instruments qu'on appelle des fonds d'impact, parce que c'est très adapté à l'Afrique si on veut que la croissance devienne inclusive. Lionel Zinsou, vous êtes fondateur et managing partner de Southbridge. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.